On y va? Bon alors, on corrige rapidement cette question. Alors, la première question concernait le siècle auquel a vécu Daniel Bernoulli. Monsieur Relation de Bernoulli. Il est mort au 19e. Merci. Non, il est entièrement dans le 18e. Il est né en 1700. Facile, 1700. Bon. La relation de Bernoulli traduit la conservation d'une grandeur physique, laquelle? Bon. Dans Bernoulli, il y a la pression, genre qui est tout seul, donc c'est la pression. Ah ben non. C'est l'énergie au début, mais dans la pression. Eh ben c'était bien au début. Il y a mg, il y a un début de rho, Ben justement, donc la pression ne se conserve pas, c'est la pression plus un truc qui égale une constante. Donc c'est bien la conservation de l'énergie. Alors Reynolds, quand est-ce qu'il a... est-ce que ses travaux sont postérieurs à ceux d'Euler et Lagrange? Tout le monde a dit postérieur, c'est bien, sauf peut-être un ou deux, je ne sais pas. Oui, Reynolds est mort au XXe siècle, hein, en 1912. Oui. Ah, si. Oh, si, il a beaucoup travaillé sur ce genre de choses, les couches limites, tout ça. Donc, vous voyez, c'était bien. Alors, lorsqu'un corps solide est plongé dans un liquide, non seulement les forces de pression exercées par le liquide sur ce corps doivent être prises en compte, mais de surcroît, la poussée d'Archimède. Ah, j'ai entendu un truc qui me plaît mieux que les autres, là. C'est pas de surcroît, c'est la même chose. Très bien. Donc c'est faux. Ouais, c'est un tout petit piège. Tout petit, un petit peu. Bon, la poussée d'Archimède, ce sont les forces de pression, donc il ne faut pas les compter deux fois. Parce que ça, bon, il faut s'en méfier. Et dans une atmosphère isotherme, le profil de densité est exponentiel? Oui, non, ou je ne sais pas. Oui, il est exponentiel. C'était un des premiers exercices qu'on avait fait. Bien joué. Bon, alors ensuite, il y avait l'équilibre hydrostatique tout simple avec un piston d'un côté, du fluide à l'air libre, enfin du liquide, donc liquide incompressible. Et puis on pose ici une masse M. Et la question c'est quelle est la hauteur H pour équilibrer la pression? Donc ça c'était extrêmement simple, c'est de la statique. À partir du moment où c'est statique, eh bien la pression dans le liquide, ici, ne dépend que de la profondeur. D'accord? Et donc la pression ici est la même que là. Et par ailleurs, la pression ici est égale à celle-là plus ρGH. Donc on a ρGH, on a P0 plus ρGH, qui est égal à cette pression-là, donc à cette pression-là. Or, l'équilibre ici, il s'écrit, alors, donc il y a le poids mg vers le bas, plus P0 qui pousse ici sur la section S1, donc la force et la pression fois la surface. Donc ça, c'est vers le bas, d'accord? Et vers le haut, pour équilibrer, vers le haut, il y a la pression, celle-ci, fois le même S1, c'est-à-dire à nouveau P0 S1 plus ρGH S1, pardon, ici c'était P0, pardon. Par conséquent, ça et ça s'en va, et donc on a H qui vaut mg sur ρg S1, et le tour est joué. Ah, mais donc ça dépend bel et bien pas de S2. Ça ne dépend pas de S2, ce qui est effectivement troublant. Ce qui est troublant, si là il y avait un S2 colossal,
ce serait la même hauteur. Hein, on avait commenté quand on a fait l'exercice sur la pression hydraulique que la force à exercer pour compenser ce poids-là, lui, dépend de la section. Donc, il n'y a pas une espèce de conservation de la force, il y a une conservation de l'énergie. Si on doit faire bouger maintenant cette masse vers le haut ou vers le bas, évidemment, la hauteur dont on va bouger le niveau dépend de la section. Mais la pression dépend juste de combien il y a d'eau au-dessus. Et c'est la pression qui contribue à contrebalancer le poids ici. Oui. C'est en fait l'exercice avec les deux masses. Oui, mais sans la masse. Oui, c'est ça. C'est le même, mais sans la masse ici, avec simplement la pression atmosphérique qui pèse là. Donc oui, c'est un peu troublant du point de vue d'une intuition qui est donc une intuition à corriger. Ça ne dépend pas de S2 ici. Mais en fait, en soi, le S, il est dans le H. C'est ça? Non. Non, non. Non, c'est que simplement la... Ouais, en fait, c'est que la pression... Salut, ça va? C'était pas prévu. Il faut? Si, il faut, on peut en faire une. Oui, de toute façon, oui. Oui. Non, on finit juste de corriger ça. 3 minutes et on change de thème. Oui, donc c'est que la pression, l'accroissement de la pression quand on s'enfonce dans un fluide ne dépend pas de la surface libre du fluide. Enfin, c'est juste ρ GH, où H est la profondeur. Donc peu importe si vous enfoncez d'1 mètre dans une vaste piscine ou dans un tube à essai, ce sera la même augmentation de pression. Parce que la pression, c'est la force par unité de surface. Donc la surface, elle est déjà prise en compte. D'accord? Bon, alors donc ça c'était le deuxième. Le troisième, oui, sur la viscosité, on n'avait pas fait grand-chose sur la viscosité. Malheureusement, on n'a pas pu faire l'écoulement dans une conduite. Je crois qu'on n'aura pas le temps de le faire. Essayez quand même de regarder par vous-même. Donc là, c'était juste un petit calcul pour déterminer si un écoulement est turbulent ou non avec le nombre de Reynolds. Donc je vois là une bonne réponse. Donc on donnait la viscosité dynamique et la masse volumique, et il fallait écrire donc la viscosité cinématique, nu par exemple, ou autre chose, état sur ρ. Hein. Donc rappelez-vous, la viscosité dynamique, celle qui est donnée, enfin l'unité était donnée ici, là, le poiseuil, c'est-à-dire des pascals secondes. La dynamique, la viscosité dynamique, c'est celle qui, comme son nom l'indique, dynamos, qui est liée aux forces. Donc c'est celle qui a des kilos dans son unité, hein, enfin, ou des newtons si vous voulez. Le pascal, c'est des newtons par mètre carré, donc fois des secondes. Donc il y a des forces dans celle-là. Et dans la viscosité cinématique, il n'y a plus de force, c'est purement cinématique, donc il y a des mètres secondes, mais il n'y a plus de force, et donc il faut diviser par des kilogrammes. Le newton ici, c'est des kilogrammes mètres seconde moins 2, une masse fois une accélération, mg, quoi. Et donc il faut diviser par des kilogrammes par mètre cube, par la masse volumique, pour obtenir quelque chose qui, je vous rappelle, j'avais défini ça comme l'efficacité du balayeur, hein, des mètres carrés par seconde. Donc il n'y a plus de kilogrammes là-dedans. Donc la viscosité cinématique, c'est état sur ρ. Bon, il faut savoir ça, mais je vous dis, ce petit raisonnement, la dynamique avec des forces ou des kilos et purement des mètres et des secondes dans la cinématique, ça vous permet de retrouver si vous avez un doute. Bon, donc effectivement, pour l'eau, l'application numérique, c'était 10-6, donc mètre carré seconde moins 1. Ouais, je vois ça, ça ira. Je crois que j'ai votre copie là. Donc, ensuite, on veut un débit, donc on est dans une conduite cylindrique de section S. On veut un débit Q
on veut un certain débit Q, eh bien le débit c'est Q fois la vitesse. Donc si vous avez la section, puisque c'est des mètres cubes par seconde, donc c'est des mètres carrés fois des mètres par seconde, la vitesse d'écoulement c'est donc Q sur S. Et on trouvait, alors je ne sais pas si l'application numérique que j'ai sous les yeux est correcte, enfin là je vois 636 mètres par seconde. Ça paraît beaucoup, hein. 1000 km/h, ça y va fort. Bon, enfin, on trouvait quelque chose. Ah oui, je vois plusieurs fois 636 mètres par seconde, donc il doit y avoir des petits problèmes de conversion pour certains. C'était quoi l'énoncé? Alors, on voulait 5 litres par seconde. 1 litre par seconde. 1 litre, c'est 10-3 mètres cubes. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir la partie analytique qui est bonne pour à peu près tout le monde, mais la partie numérique, peut-être pas. 1 litre, c'est 10-3 mètres cubes, bien sûr. Hein, 1 mètre cube, c'est 1000 kilos pour de l'eau. Bien. Alors ensuite, il fallait calculer le nombre de Reynolds associé à cet écoulement. Alors vous vous rappelez que le nombre de Reynolds, c'est le nombre sans dimension qui traduit voilà, le terme. Voilà, il y a le terme cinématique et le terme dissipatif, enfin le terme lié à la viscosité. Il faut que ce soit sans dimension. Alors évidemment, on pourrait se tromper de rapport. Ça pourrait être l'un sur l'autre ou l'autre sur l'un. Mais vous vous rappelez que quand le nombre de Reynolds est grand, on est turbulent. Donc c'est que la viscosité, elle est en dessous. Plus elle est au dénominateur. Plus la viscosité est grande, moins ça va être turbulent. Donc la viscosité est en dessous et au-dessus, plus ça va vite, plus il y a des chances d'être turbulent. Donc il y a la vitesse et puis la taille aussi. Donc pour équilibrer les mètres carrés par seconde, il faut une vitesse fois une longueur. Et donc c'est ça. Hein, si vous préférez, bien sûr, c'est eta L sur ρ. Pardon. Oui. Nu, c'est. Donc ρ, L, V sur nu. Voilà. L'un ou l'autre. En tout cas, donc oui, l'un ou l'autre. Enfin, à partir du moment où vous avez ça, évidemment, on passe de l'un à l'autre. Et donc on trouve, je ne sais même pas combien on trouvait d'ailleurs. Ouais, alors là j'ai des 64 millions, mais bon, ça c'est toujours le problème des litres par seconde. Qu'à cela ne tienne, donc 64 000 probablement, effectivement, me paraît plus juste. Et donc c'est turbulent. Hein. Au-delà de 2000, c'est turbulent, grosso modo, 2000, 3000. Oui. Dans la formule, il fallait prendre le rayon ou le diamètre? Alors c'est une bonne et une mauvaise question. C'est une bonne question parce qu'il faut savoir. La réponse, c'est qu'en fait, peu importe, puisque le nombre de Reynolds est indicatif, justement parce que c'est que des ordres de grandeur. En plus, si c'était une section carrée, il faut prendre le périmètre ou la diagonale ou le rayon. Enfin bon, vous voyez. Donc c'est juste l'ordre de grandeur. Donc rayon, diamètre, tout ça, c'est pareil. Et en général, donc dans les exercices, la valeur du nombre de Reynolds est suffisamment soit beaucoup plus grande, soit beaucoup plus petite que la limite à peu près où ça commence à basculer d'un régime à l'autre, que ça ne change rien. S'il y a un pic qui traîne ou pas, ça ne change rien. Donc il n'y a pas de souci. Et là, c'était effectivement un écoulement turbulent. J'en viens à la seringue, mais j'ai peur de faire attendre Nicolas un peu longtemps. On a dit 5 minutes. Allez. Donc la seringue, ça c'est un truc important. Alors c'était pas compliqué, mais il fallait bien poser les choses. Donc vous avez un piston. Alors la seringue, donc ça c'est l'aiguille de la seringue, de section plus petite ici, S2. Ici c'était une section S1, d'accord. Et puis on éjecte le fluide à la vitesse V2 et le piston se déplace à la vitesse V1. Pour ça, évidemment, on pousse sur le piston de la seringue pour éjecter le fluide. L'idée étant qu'on a P0, la pression atmosphérique, au niveau du piston, mais on a aussi P0 au niveau
de la seringue. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se déverse pas dans le sang, par exemple, ou dans la chair, on se déverse dans l'atmosphère. Donc, la pression est la même. On pourrait évidemment modifier, ça ne pose aucune difficulté particulière. Alors, à nouveau, on nous donne le débit volumique que l'on cherche à obtenir en sortie. Donc, c'était 1 millilitre par seconde, donc c'est-à-dire 10-6 mètres cubes par seconde. Hein. J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur de conversion là, mais enfin bon, on verra. Et on nous demande donc la vitesse. Donc pour que à nouveau, la vitesse, ça va être la vitesse telle que Q égale S2V2. Donc V2 égale Q sur S2. Ça nous donne combien? 1 mètre par seconde, absolument. Puisque S2, c'était 1 millimètre carré, c'est 10-6 mètres carrés. Ensuite, alors une fois qu'on a la vitesse, oui, en déduire la vitesse ici. Alors la vitesse ici, bien simplement, c'est la conservation du débit. C'est le même débit là que le débit qui est chassé ici par le piston. Et donc on a S2V2 qui vaut S1V1. Et donc V1 qui vaut, alors S2 sur S1 V1, et je ne sais plus ce que donnait le rapport des surfaces. Vous êtes sûr? Non. Oui, c'est ça, c'est 10-2. Hein. C'est 1 cm² et 1 mm². OK. Donc 10-2 mètres par seconde. D'accord? Bien, et maintenant, le nœud du problème, on demandait, voilà, Bernoulli, on demandait avec quelle force il faut appuyer ici pour réaliser ce débit-là. Donc on suppose qu'on est, enfin c'était précisé, on suppose qu'on est en écoulement à vitesse constante. Donc il y a un équilibre des forces, il n'y a pas d'accélération. Donc la somme des forces sur le piston vaut 0. Et donc, quelle est la somme des forces sur le piston? Eh bien, on a d'abord... On a P0S, la pression atmosphérique qui pousse par là, plus F, et de ce côté-là, on a la pression que je vais appeler P1, la pression au niveau de la surface, enfin du piston, fois S qui pousse dans l'autre sens, donc à l'équilibre, c'est-à-dire à vitesse constante, on a P0S plus F qui vaut P1 fois S. Et ça, alors très bien, il nous faut donc déterminer P1, et pour déterminer P1, on applique la relation de Bernoulli dans l'écoulement que constitue, donc, dans l'écoulement qui est associé au fluide. Donc on prend une ligne de courant, parce que Bernoulli s'applique sur une ligne de courant. Vous prenez une ligne de courant qui part d'ici, enfin du bord, et qui sort, quelle que soit sa forme, peu importe. Entre ici et là, on va pouvoir écrire que, alors, 1/2 de ρ V1 carré plus P1 plus ρ GZ1. Alors, tant qu'à faire, en fait, on va partir d'ici. On va partir de la même hauteur que là où on sort, pour éviter ces problèmes de changement de hauteur qui n'ont aucune incidence particulière. La pression, donc on va calculer la pression au milieu, qui n'est rien d'autre que la pression moyenne sur la surface, qui vaut donc 1/2 de ρ V2 carré plus P2, c'est-à-dire P0, la pression atmosphérique, plus ρ Z2, donc ça et ça, c'est pareil. On va obtenir la pression moyenne P1. Et donc, on a P1 qui vaut P0 plus 1,5 de ρ V2 carré, moins 1,5 de ρ V1 carré, mais qui est négligeable devant 1,5 de ρ V2 carré. V2 est V2,
pardon, c'est V2. V2 est 1 centième de V1, donc V2 au carré, c'est 10 moins 4 de V1 au carré, donc c'est complètement négligeable. Donc on peut s'en tenir là, hein, la différence. Et donc on a P1, et puis le travail est terminé. Hein. On a... Non, pourquoi? On a donc F. Alors vous voyez que la partie P0 ici fois S, ce S c'est S1, hein. Ce P0 fois S élimine celui-là, donc il y a une compensation. Et donc on a simplement F qui vaut, eh bien, 1/2 de ρ V2 carré fois S. Donc ça, c'est bien homogène. Hein. 1/2 de ρ V2, c'est la dimension d'une pression, comme on le voit dans l'expression de Bernoulli, fois S, ça fait bien une force. Donc voilà la force qu'il fallait trouver. Alors l'application numérique, je ne sais pas ce qu'elle donne, enfin vous l'avez faite ou pas faite. Oui. Est-ce que du coup, pour les prochaines interros, on pourra avoir un encadré un peu plus grand, parce que ça n'a rien. Ouais, j'ai essayé de tout faire tenir sur une page, c'est vrai que c'était un petit peu... C'est vrai. Même moi qui suis gentil, j'ai quand même. C'est promis, je ferai des encadrés plus grands. Bon, alors la remarque physique, la toute dernière question, la belle question. Donc si on calcule, donc si on enfonce le piston d'une profondeur petit d, quel est le travail fourni? La force étant constante, c'est simplement la force fois le travail. Donc le travail, c'est F fois D, tout simplement. Et ça fait combien? Ça fait donc 1/2 de ρ V2 carré SD. Et ce SD, là, c'est quoi? C'est le volume balayé. C'est le volume chassé. Et si vous faites ρ fois le volume, vous avez la masse chassée. Et donc ça, c'est égal à 1/2 de M éjecté V2 carré. Magnifique conservation de l'énergie. Vous avez fourni un travail W qui est égal à l'énergie que vous avez donnée à l'eau que vous avez chassée. D'accord? Donc c'est la conservation de l'énergie qu'on le retrouve ici. J'espère que vous l'avez tous noté avec enthousiasme. Bon, ben voilà. Il y en avait pour 10 minutes. C'est adorable. Ok, donc on fait une micro-pause.